Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité cette semaine? Moi, la principale chose, comme je suis un peu tanné d'entendre parler de Trump, c'est vraiment que la FTQ Construction s'est attaquée à des journalistes du Journal de Montréal en mise en demeure pour essayer de les museler après des révélations sur révélations. Tu sais, les lunchs avec les conjointes, les scotch à 55$, les dépenses aux frais. 16 consommations d'alcool dans un lunch. Ça, j'avoue que même... Puis ces gens-là ont dû prendre leur véhicule après, imagine. Et après ça, les pick-up fournis. Ouais, mais ça... mais moi, ce que j'ai aimé dans l'article, là, c'est à la disposition. Ça veut dire qu'il ne se ramasse pas sur le Tecata. Ah oui, c'est pas un avantage imposable. Non, parce qu'il est dans la cour, tu comprends? Ben, tu penses-tu que le VP, il change de pick-up c'est à tous les jours? C'est son pick-up. Fait qu'il y a de la fraude là-dedans, non, c'est ce que tu dis. Moi, je l'ai dit à Benoît Dutrisac. La fraude fiscale. Moi, je l'ai dit à Benoît Dutrisac. Tu veux que ça arrête? C'est Revenu Québec qu'il faut qu'il rentre là-dedans. Mais Revenu Québec, il n'ira jamais là. Ils ont bien trop peur de la FTQ. Tu penses? Ils sont 12 500 employés chez Revenu Québec, là. Mais il serait temps qu'ils rentrent là, honnêtement. Ça ferait toute la différence. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir de saisir. Tu sais, ils ont des pouvoirs extra. J'avais pas vu cette affaire-là à la disposition. Je t'avoue que... À la disposition. Je veux pas défaire le travail... 13, pas 2, là. Je veux pas défaire le travail de nos collègues du bureau d'enquête, mais tu sais, ceux qui nous écoutent le savent, un pick-up en 2025, ça coûte pas 22 000 $. Tu sais, comme un pick-up assez normal, c'est genre 70 000. Tu sais, puis ça, c'est pas le meilleur. Fait que tu sais, de dire qu'ils ont des pick-up à 80 000, ça me fâche pas. Je vais dire ça comme ça, mais là, tu sais, que ça soit payé, c'est un peu particulier, mais surtout, là, si tu dis cette passe-passe pas que ça. fiscale... Quand tu regardes le Éric Boisjoli en question, écoute, toutes les options, les ailerons, le moteur sport, tout, 13 000 $ d'options. C'est comme la police de Laval qui avait pris à disposition des membres de la direction. Alors, j'espère que ceux qui nous écoutent à FTQ Construction, c'est un membre sur votre cotisation à tous les semaines. Allez voir combien vous payez. Ça vous donne le droit d'appeler au local syndical. Ça vous demande le droit d'avoir les états financiers, puis de poser des questions. Puis j'espère que Revenu Québec nous écoute pour qu'ils vont débarquer là-bas. Phil, avoir les états financiers, c'est une chose, mais à la limite, tu sais, on aurait pu avoir les états financiers puis jamais voir les scotch à 55 $, les pick-up à 80 000, les repas avec 16 drinks. Tu regardes la ligne frais de représentation. Puis, tu sais, à un moment donné, elle doit être astronomique. Puis, tu poses des questions. Matériel roulant. J'adore. À la disposition. Bon, t'es tanné de parler de Donald Trump, mais quand même, moi, Phil, il y a quelque chose qui m'a surpris. Warren Buffett, donc l'oracle d'Omaha, un des hommes les plus riches du monde, patron de Berkshire Hathaway, qui est un grand fonds d'investissement américain, a payé l'année dernière 26 milliards de dollars d'impôts. Aux États-Unis, tu prends les impôts corporatifs, là, pas les impôts des particuliers, là, c'est 5% de tous les impôts corporatifs payés aux États-Unis l'année dernière. Un individu. Une entreprise. Et donc, il fait sa lettre là, à chaque année aux actionnaires, à ses investisseurs. Et il y avait un passage là, qui a été repris par plusieurs médias qui était assez étonnant en disant... Tu sais, c'est pas une idée là, de je t'ai donné de l'argent, tu sais, je vais dire ce que tu fais avec, mais il disait, tu sais, il me semble que quand on donne 26 milliards de dollars, on devrait s'assurer que cet argent-là, il soit, tu sais, donné aux gens qui en ont besoin. Puis, tu sais, il y a quand même un petit côté un peu moralisateur qui est très clairement une pointe contre Trump. Tu sais, à dire,
je te donne 26 milliards de dollars, c'est pas pour que tu donnes des congés fiscaux à tes amis les milliardaires. Là, comme, fais le bien avec cet argent-là que les entreprises, que les particuliers te confient. C'est surprenant pour moi, là, quand même, on sent bien qu'aux États-Unis, tout le monde se regarde un peu et personne n'ose rien dire. Non, mais il n'y a personne qui ose... Mais que Warren Buffett, à 92 ans, là, un des hommes les plus riches du monde, se permette indirectement de dire à Trump, arrête donc de faire tes niaiseries. J'ai trouvé ça que c'était quand même... Bon, c'est pas du gros courage, mais c'est du petit courage. Puis je voulais quand même le mentionner. Là. C'était intéressant pour moi comme sortie. Mais à ce jour, là, Trump n'a pas sauté là-dessus parce qu'il est fort pour sauter sur une déclaration. Je suis pas sûr qu'il a été capable de comprendre la subtilité là, nécessairement. Puis à un moment donné, je pense que, bon, on a beau dire ce qu'on voudra, il y a des limites à se fâcher avec tout le monde. Je sais pas, t'as-tu envie de te fâcher avec Warren Buffett? Non. Mettons? Parce que pour l'instant, il y a quand même plusieurs de ces hommes riches-là dans sa poche, là, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. D'ailleurs, Jeff Bezos qui a changé la vocation des pages éditoriales du Washington Post. Je sais pas si tu as vu ça. D'ailleurs, le patron de ces pages-là a démissionné. Il voulait essentiellement qu'on parle de liberté et de libre marché. Il a démissionné. Ouais, plusieurs. Je sais pas qui va rester pour lire le Washington Post éventuellement. C'est bien triste qu'il y a eu avec ça. Toujours dans l'univers de Trump, TFI International, grande compagnie de camionnage, ils ont menacé d'aller aux États-Unis, puis là, finalement, ils vont pas aller aux États-Unis. En fait, c'est parce que suite à la publication là, dans plusieurs quotidiens du Québec de cette nouvelle-là, ce qu'on lit dans le changement, dans un article du changement d'idées, c'est qu'il y a plusieurs actionnaires institutionnels qui ont appelé pour dire... Moi, j'y penserais. CDPQ, c'était juste 4 mais ça reste que c'est dans une entreprise comme ça qui, je pense, qu'il vaut 10-12 milliards de dollars. Là, c'est quand même important. Parlant de la CDPQ, ils ont racheté Inergex plus tôt cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça? On est en transition énergétique. Ouais. Hydro-Québec a de la misère à se positionner parce qu'ils ont un plan ambitieux de 180 milliards. Mais il faut commencer par stabiliser le réseau. Ouais. Que le gouvernement du Québec, à travers son bras financier, que la Caisse de dépôt, son bras financier, c'est Investissement Québec. Là, et je pense pas que François Legault, il chuchote M. Aymon est nommé par le premier ministre. Puis si M. Aymon se fait dire, tu mets de l'argent dans Lyon Électrique, dans Nordvolt... T'es une sorte de conspirationniste dans le fond. Non, je fais zéro. C'est juste que, encore une fois, tu sais... Oui, ils ont fait un bon move dans Energex, mais ils ont publié leurs états financiers cette semaine. Ils sont pas très, ils sont moins performants que tous les autres fonds au Canada. Puis, comme l'an passé. Ils ont fait 10% de rendement. C'est plus bas. Quand t'es le plus bas, t'es le plus bas. Puis, j'ai parlé de ça encore à Benoît Dutrisac cette semaine. Moi, je me suis fait dire une phrase qu'aujourd'hui, je considère célèbre par un de mes actionnaires après une mauvaise année financière. Il m'a dit, Philippe, t'essaies de mettre du parfum sur le cochon. Tu as eu une mauvaise année, avale-les, dis-les, qu'est-ce que tu vas faire cette année pour qu'on ait une meilleure année? Alors là, ils ont justifié les investissements aux États-Unis. Les investissements immobiliers, notamment pour la Caisse qui a fait très mal. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour corriger la situation? Bonne question. C'est 2 années de suite où ils sont bas de classe. Parlant de pas de performance, Tesla, ça va pas très bien en bourse. Je sais pas si tu as suivi l'affaire. Ça change quelque chose? Ben, écoute, je sais pas si ça change quelque chose, mais juste comme c'est symbolique, j'imagine. Mais mettons que moi, j'étais à la tête d'une entreprise puis qu'elle perdait 300 milliards de dollars de valorisation boursière. Tu penses qu'il s'en fout complètement? Il s'en fout. Il est enchaîné là-bas. Tu sais, son body, c'est le président des États-Unis. Ils vont pas le mettre dehors. Ils vont, tu sais. Tu penses pas qu'ils vont le mettre dehors? Zéro. Je lisais, puis j'en ai parlé avec Mario Dumont plus tôt cette semaine. Je lisais à quelque part, tu sais, Musk a envoyé un espèce de email aux employés de l'État en disant répondez-moi avec les 5 choses que vous avez faites dans votre travail la semaine dernière. Et quelqu'un disait à la blague, peut-être que Tesla devrait envoyer un email à Elon Musk en lui demandant 5 choses que tu as faites chez Tesla dans la dernière semaine. Parce que clairement, il ne travaille plus là. Oui, mais encore une fois, sa rémunération a été renversée maintenant à 2 reprises. Oui, ça 2 fois. J'ai perdu le fil. Puis à chaque fois qu'elle est renversée, il change le siège social de place puis il s'essaye ailleurs. Alors, à un moment donné, comme tous les génies, prends Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas plus facile à travailler, je présume. Larry Page de Oracle, etc. Donc, je vais juste dire, à un moment donné, il est ailleurs.
Mais il n'y a personne qui. Tu sais, il n'est plus chez Tesla. Il est rendu ailleurs, mais il n'y a pas personne qui va contester ça. C'est paradoxal en matière de gouvernance. Les ventes sont en déclin. La compagnie. T'es les administrateurs de cette compagnie-là. Tu payes un PDG, puis indépendamment de son package de rémunération, il est payé là, quand même des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Comme le PDG, il est absent. Non, je suis d'accord, mais il vient jamais à la job. Tu comprends? Admettons que moi plutôt on est en affaires, puis on a d'autres partners, puis je fais pas ma job, là, mais sur le conseil d'administration à côté de moi, là, j'ai un assassin professionnel. OK, ben, à un moment donné, si tu finis par faire peur, lui, son assassin professionnel, c'est le président des États-Unis. Alors, ce gars-là, il est devenu comme intouchable. C'est pour ça que 6 %, tant mieux, ça sera peut-être 10. Les ventes sont en déclin. Il y a un rappel sur 300 000 véhicules chez Tesla. Tu sais, il accumule les mauvaises nouvelles. Mais ça ne change rien. Je pense pas comme monnaie, parce que je crois comprendre qu'à peu près 75 % de sa valeur à Elon Musk est dans Tesla. Là. Tu penses pas qu'à monnaie, il va y avoir un moment où ça va comme le limiter dans certaines de ses décisions, de ses actions? Tu sais, il a quand même acheté Twitter pour 40 milliards de dollars. C'est pas une décision qui est accessible à toi puis moi puis aucune personne qui nous écoute. Mais il y avait un tableau extraordinaire. Je sais pas où j'ai vu ça. Je pense que c'est dans LinkedIn. Mais tu sais, juste depuis l'élection, oublions Tesla 2 minutes, là, mais l'élection, la prise de valeur des entreprises technologiques. Bon, on termine avec ton sujet préféré. Enfin, là, le gouvernement a demandé à l'Autorité des marchés publics et à l'UPAC d'enquêter sur SAC-Click. Ça va mal finir pour le gouvernement Legault, cette histoire-là. Pour le gouvernement Legault? Ouais. Ouais. Okay, il y a un passage, moi j'ai pris le temps de le lire. Il y a un passage. De la vérificatrice générale. La vérificatrice générale, Mme Petitclerc. Il y a un passage qui a été repris là, par l'opposition officielle, etc. Mais, tu sais, en pleine campagne électorale en 2022, ils se sont mis à morceler les contrats pour cacher les dépassements de coûts pour pas que ça se retrouve dans la campagne électorale. Alors, tu sais, ça, c'est pas le président du conseil d'administration, c'est pas le président de la SAC qui prend cette décision-là. Ça, c'est une commande politique. T'sais, mon père a été chef de cabinet. J'ai vu comment ça fonctionnait de mes yeux. Là. J'ai été dans des rencontres, comme petit gars qui écoutait ce qui se passait. Ça, c'est une commande politique. C'est unité permanente anti-corruption, là, le nom le dit, là, c'est une forme de corruption. Non, non, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a eu de la corruption? OK, Phil, excuse-moi, recommençons. Comment tu expliques, là, puis c'est quand même IBM puis SAP, là, comme y a-tu quelqu'un, mettons toi, tu es un consultant en informatique, il n'y a pas un moment donné où tu dis, Chris, les gars, on a facturé 1,1 milliard de dollars, comme puis on leur a livré de la merde, tu sais. Zéro. Non? Zéro. Tu penses que la compagnie de l'autre bord qui a livré de la pure merde, ils n'ont aucune culpabilité, là, les acteurs privés là-dedans. Ils ont un justificatif en béton armé. Pour chaque heure qui a été travaillée. Okay. Moi, j'en ai des contrats gouvernementaux. Puis des fois, là, on arrive en meeting, on est 2 pour un problème simple, puis ils sont 18 de l'autre bord de la table, OK? Puis ils sont 18 à poser des commentaires, des questions, puis tout. Tu sais, le petit joueur, lui, il est obligé d'avaler. SAP, là, il y a une sténographe qui est là, genre, là, qui prend des notes. Puis, suite à cette rencontre-là, elle envoie un PO additionnel, un Track Change Order. Puis, ça vient de leur coûter, écoute, 400 000 $, là, cette petite rencontre-là d'une heure de plus d'extra. Mais des rencontres comme ça, dans un projet d'1 milliard, il y en a 3 par jour. Ah, tu sais, t'accumules. Mais tu comprends que c'est une forme de fraude, là, Phil? Non, non. On donne de l'argent à des compagnies pour rien, pour pas de valeur, pour pas de livrable, pour pas de service, pour rien. Moi, depuis le début, à la fin, comment c'est possible qu'on a donné 1 milliard de dollars à des entreprises privées puis qui n'ont rien livré en échange? Depuis le début, moi, je le dis, c'est pas un problème de fraude, c'est un problème de compétence puis de magouille. La fraude. Puis encore une fois, je suis pas avocat. Puis toi, le côté privé de ça a pas magouillé, selon toi, là. Il n'y a pas un ancien de la SAC qui était sur un... Je fais juste te dire... Franchement, je vais me chicaner avec toi. Non. Moi, je pense que... Regarde, moi, je veux que la SAC, je veux que tout le conseil d'administration démissionne. Je veux que la fille au IT soit congédiée. Il faut qu'on aille rechercher la pension du gars qui est parti en pension. Mal-enfant. Puis il faut aller chercher l'autre président qui a été parti. Mais où j'en viens, c'est que tu peux pas... Oublions là, que c'est la SAC de là. Le gouvernement... Un organisme du gouvernement du Québec a donné un contrat, OK? Un appel d'offres public, un gros document. Là. Ça devait être un document de 400 pages. Par contre, ils ont écrit cet appel d'offres-là, puis pendant qu'ils évaluaient l'appel d'offres, ils documentaient la solution.
Chris, comment, excuse mon langage, mais comment qu'ils ont pu écrire l'appel d'offres? Là, ils ont octroyé le contrat, puis ils ont continué à écrire les requis pendant 6 mois. Avec la même firme. Avec la même firme. Puis ça, d'ailleurs, c'est une autre règle qui a été brisée par les acteurs privés. SAP a été impliqué dans la rédaction du cahier des charges et dans la livraison de la solution. Je suis en beau fusil. Je pense qu'on s'est fait voler. Mais est-ce qu'il y a eu fraude dans le sens où je ne sais pas comment t'expliquer. Soit que je m'exprime mal, je fais juste dire que, OK, ça a été cafouillé. On s'est fait voler, mais ce n'est pas de la fraude. Ça. Merci, Phil, de ces explications. Non, mais, très clair. Honnêtement, je pense que on a besoin, de l'UPAC, parce que c'est l'UPAC qui a le pouvoir. Mais on s'est fait voler. Je vais rester là-dessus, Phil, parce que, ultimement, je suis sûr que ces cabinets-là vont justifier chaque heure de chaque doute qui s'est assis à se tourner les pouces dans un meeting. Mais Simonac, on a donné 1,1 milliard de dollars à des gens qui ont livré un tas de boîtes, puis pour moi ça limite, je suis d'accord avec toi si ça nous était arrivé à toi et moi, on n'aurait jamais été payé. Puis tu sais, Arrive Cannes, là, c'était un peu la même affaire, là, des magouilleurs qui ont empoché des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour rien. Ben c'est la même situation avec une plus grosse firme, effectivement. Mais tu comprends que LGS, ça appartient à IBM. Là, t'as SAP d'impliquer. Tu sais, by the way, SAP, IBM sont partout ailleurs, sont dans le système mais ils siphonnent de l'argent contre rien. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut comme mettre un terme à c'est du siphonnage, là, appelle ça comme tu veux. Là, mais tu sais, le ministère du numérique du Québec et de la cybersécurité. Éric Kerr, le ministre ou le ministère? Le ministère de Éric Kerr. Sais-tu, il y a combien d'employés là-dedans? Il y a 1000 employés. Tu sais combien de budget? 130 millions. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi qu'ils font? Je vais faire un Elon Musk de ma part. Je veux que ce ministère-là nous envoie 5 choses par employé qu'ils ont faites dans la dernière semaine. Wow, OK, je te concède le point. On finit ce débat-là. Écoutez, 1000 personnes passent. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, on a seulement que 2 segments d'entrevue. Le premier, très riche, avec Julie Doré, qui est associée directrice chez BCF Avocats d'affaires, et Mario Lefebvre, qui est associé chez Avisio Conseil. Ensemble, BCF a mandaté Avisio de produire une étude sur les impacts économiques, secteur par secteur, en dollars, en nombre d'emplois, d'éventuels tarifs de Trump. Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait, quelles sont leurs conclusions et évidemment nous donner un petit message d'avenir, là, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et on accueille ensuite Laurence Gagnon-Baudouin, qui est la chef du marketing chez Omi Laboratoire. On est un peu dans cette vibe-là aujourd'hui. Omi Laboratoire, une entreprise de Québec dans le domaine dermocosmétique. Ils ont lancé une plateforme, dans le fond, qui permet aux femmes et aux hommes d'identifier les produits cosmétiques faits au Canada. Ils se sont associés avec plein d'autres concurrents, là, dans le fond, pour proposer cette plateforme-là, Northfinder. Donc, on va en parler avec elle, d'où ça vient, où ça s'en va, puis découvrir un petit peu l'entreprise, le Omi Laboratoire. 2 superbes entrevues. Tout ça. On se retrouve dans un instant avec nos premiers invités. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Les tensions entre le Canada et les États-Unis, évidemment, incitent les milieux d'affaires à se mobiliser pour anticiper les impacts possibles et les mesures qui vont devoir être mises en place si jamais des mesures tarifaires étaient implantées. On ne le sait toujours pas au moment d'enregistrer, mais on se prépare quand même au Canada, au Québec, à une éventuelle guerre tarifaire et commerciale avec notre meilleur allié de toujours, les États-Unis. Et dans ce contexte-là, j'ai été interpellé parce que le cabinet d'avocats BCF s'est associé à la firme conseil Avisio pour produire une étude. Et j'ai avec moi le grand plaisir d'avoir Julie Doré, qui est associée directrice de chez BCF, et Mario Lefebvre, qui est associé également chez Avisio Conseil, donc qui ont ensemble, en fait, je pense que c'est Avisio qui a fait l'étude à la demande de BCF, donc pour un peu analyser les impacts sectoriels en dollars et en emplois là, de ces éventuelles mesures. Merci d'être avec nous tous les deux. Merci de nous recevoir. Je commencerai peut-être avec vous, Madame Doré. Je suis quand même été un peu interpellé par ça. Pourquoi, on a vu plein de gens se positionner, prendre la parole sur ces enjeux-là, mais pourquoi un cabinet d'avocats comme BCF se trouve impliqué dans une initiative comme celle-là à ce moment-ci? Quelle a été l'impulsion là, derrière cette demande-là, cette commande-là que vous avez placée à Avisio? Bien, tout à fait. D'abord, BCF, on travaille avec des entrepreneurs à tous les jours. Donc, des gens, évidemment, qui sont inquiets de voir ce qui se passe, d'entendre parler de cette menace tarifaire-là, qui se posent toutes sortes de questions. Puis nous, on s'est dit, la meilleure façon de bien les accompagner, c'est de comprendre.
comprendre le contexte dans lequel ils se retrouvent, quels sont les véritables impacts, comment ça s'applique. Et c'est dans cette quête-là un peu de réponse qui est devenue tout naturelle pour nous de faire appel à notre partenaire de longue date, Aviseo. Ça fait longtemps qu'on travaille avec Aviseo sur différents projets pour leur demander de réaliser, là, en partenariat avec nous, une étude économique pour pouvoir avoir finalement un peu plus de réponses et être en mesure de communiquer ça à nos clients pour les accompagner avec une vision 360 le plus possible. Et donc, ce document-là a servi de base de discussion à un événement que vous avez tenu là, le 25 février dernier, où vous avez essentiellement présenté, je crois, les résultats de cette étude. C'est un événement qui était organisé par BCF. Tout à fait. Un événement qui a rassemblé là, un peu plus d'une centaine de clients où on a eu 2 panels qui sont venus commenter l'étude. Un premier panel économique. En fait, on a eu en premier la présentation des résultats de l'étude par Mario. Ensuite, on a eu un panel qui était composé de Janie Béhic, la présidente du Fonds de solidarité, Hubert Bolduc du Investissement Québec et de Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec. On connaît bien, Luc. Qui sont venus donc commenter un peu là, avec nous les résultats de cette étude-là, nous donner leur point de vue sur ce qui se passe, sur les solutions à adopter aussi pour le Québec, là. Et par la suite, on a eu un panel qui était plus à saveur légale, où on a parlé de choses un peu plus concrètes du point de vue légal. Bons avocats. Je ne vous demanderai pas, Mario, de nous refaire là, le topo complet, mais quand même, je vois que vous avez amené vos papiers. Le rapport, entre économistes, on se comprend. Ouais. Le rapport, donc, décrit les impacts, des impacts quand même assez majeurs. Là, je l'ai parcouru, en toute honnêteté, un peu en diagonale, mais il y a un très bon papier dans la presse qui résumait. Vous parlez d'aluminium, vous parlez d'aérospatial, mais là, vraiment, vous faites la liste de tous les secteurs. Pouvez-vous nous dire là, en quelques mots, en quelques minutes, quelles sont vos découvertes ou quelles sont vos conclusions de ce rapport? On va le prendre du début et situer pourquoi on en parle autant. On en parle autant parce que le Québec, le Canada, on peut aussi lancer là-dedans l'Australie, sont des exemples classiques de petite économie ouverte. Quand on enseigne l'économie à des jeunes étudiants, on leur apprend que si vous voulez regarder une petite économie ouverte, en voici des exemples parfaits. Ouais. Et donc, les exportations pour le Québec, c'est 32% du produit intérieur brut. Aux États-Unis, c'est à peine une dizaine de pourcents. Donc, c'est très important le commerce international. Et la moitié de ces exportations-là s'en vont aux États-Unis. Donc, quand vous avez une menace tarifaire comme celle-ci, et là, on l'applique à 25% à travers, c'est l'hypothèse, c'est ça que ça fait mal, parce que c'est votre gros partenaire commercial. Mais une fois qu'on a dit que ça fait mal, c'est important de regarder, OK, à qui ça pourrait faire mal tout particulièrement. C'est là où on a commencé à se concentrer sur c'est quoi nos plus gros produits, c'est quoi les produits qu'on vend le plus aux États-Unis. Puis là, une fois que tu as fait ça, tu n'as pas terminé. Parce qu'il ne suffit pas de dire, vu qu'ils exportent beaucoup aux États-Unis, ils sont forcément dans le trouble. Pas nécessairement. Parce qu'après, il faut regarder, est-ce que c'est une production qui dépend des États-Unis? Est-ce qu'on l'envoie uniquement là ou est-ce qu'on l'envoie un peu ailleurs? Il y a été beaucoup question du pétrole albertain, par exemple, en disant, finalement, la structure géographique fait en sorte que, il y a maintenant Trans Mountain là, vers l'ouest, mais... tout le reste n'a aucune destination. Donc, il y a comme, je comprends bien, une analyse de sensibilité. Là, absolument. Et donc, il ressort de ça, entre autres, qu'effectivement, 75% de la production d'aluminium au Québec est expédiée aux États-Unis. Donc là, on pourrait faire, aluminium, très exposé. Il faut faire aussi l'exercice à l'inverse. Est-ce que les Américains dépendent de cet aluminium-là? Et on se rend compte que oui, il y a vraiment, dans le cas de l'aluminium tout particulièrement, une dépendance dans les deux sens. Donc, on a vraiment creusé l'analyse pour aller vraiment, dans les secteurs qui exportent le plus, mais ensuite de voir est-ce qu'ils n'ont pas commencé à se diversifier. Si oui, peut-être que le risque est un peu moins grand, mais il n'y a personne d'immunisé, on va se le dire. Mais si je peux me permettre, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, Trump, on le connaît, on a connu le mandat numéro 1 de M. Trump là, avec des annonces, le mur du Mexique. Il y a bien des affaires qui se sont pas faites. Je pense que c'est comme une stratégie de négociation. On essaie d'anticiper quelqu'un qui est, on peut l'aimer ou pas l'aimer, j'en fais pas un jugement, mais quelqu'un qui change assez rapidement son fusil d'épaule. Puis là, j'ai comme l'impression que, on est tous galvanisés sur il va y avoir des tarifs, pas des tarifs, pas... Puis, tu sais, il y a un paquet de business que les tarifs, là, tu sais, ça les affectera pas. Puis,
c'est ça. Moi, ce que je trouve bizarre dans ce dossier-là, là, c'est comme le Canada a arrêté de respirer là, depuis un mois, là, puis on anticipe quelque chose qui, à tous les jours depuis un mois, il y a quelque chose de différent. Là. Pas plus tard que cette semaine, il a dit « je suis prêt à négocier. » Tu sais, moi, à mon sens, puis je trouve ça super drôle. Puis c'est pas un pic-pic, je vous dis à nos invités, mais tu sais, ça fait travailler les bureaux d'avocats, puis ça fait travailler les bureaux de comptables. C'est ça, non, mais c'est ça. Je te challengerais, puis là, ça va finir en débat entre Phil et moi, mais tu dis, il y a des secteurs qui ne sont pas impactés, puis j'aimerais ça, Mario, justement, que vous nous disiez lesquels le sont, mais moi-même, comme consultant, ou Julie Lefebvre, Julie Dubé, Mario Lefebvre, tout le monde, même les prestataires de services, je veux dire, moi, si mes clients dans l'aluminium, je dis n'importe quoi, on souffre. Il y a comme un effet de second puis de troisième degré. Est-ce que c'est la nature de ce que vous avez examiné dans l'étude, Mario? On a d'abord regardé qui pourrait être impacté directement. Fait que l'aluminium, là, on met 25 %, ça réduit la quantité. Parce que l'impact indirect, là, ça commence à être une autre sorte de paire de manches. C'est plus compliqué, oui, c'est ça. Qui fournit qui à quoi. Mais les impacts directs, je pense qu'on les a bien quantifiés. Une quinzaine de produits particulièrement exposés qu'après ça, on a regroupés en industrie. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir l'impact emploi, l'impact PIB et par produit. Donnez-nous quelques chiffres, là, Mario, là, juste pour frapper l'imaginaire. On se lance. On va d'abord identifier les 9 secteurs. Ouais. Donc, 9 secteurs particulièrement identifiés comme étant à haut risque. Production, transformation d'aluminium, produits aérospatiaux et leurs pièces, production et transformation de métaux non ferreux, usine de pâte à papier, de papier et de carton, production de bois, véhicules automobiles pour le transport de marchandises ou de 10 personnes et plus, parce qu'on ne fait pas de voitures, on fait des autobus. C'est des catégories Statistiques Canada que vous nous lisez absolument, là. Hein? Absolument. J'espère que ce n'est pas des lions électriques. Continuez. Pièces automobiles en numéro 7, fabrication de sucre et de confiserie. Ça, pour moi, c'est une révélation. Ouais, on en a, ça a été une révélation pour ça. moi. Et fabrication de produits chimiques de base. Ces 9 secteurs-là emploient présentement pas loin de 100 000 personnes et représentent à peu près 4 % du PIB du Québec. On ne dit pas, et je ne dirai pas, que c'est demain, avec l'imposition de ces tarifs, si ça devait arriver, que ces 100 000 emplois sont perdus et que le 4 % du PIB vient s'effacer. Ils vont être affectés. Ils vont être à risque. Il faut les avoir à l'œil. Il faut voir comment ces secteurs-là vont être capables de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. On disait tantôt que l'aluminium, les Américains en dépendent. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment cesser d'importer de l'aluminium québécois du jour au lendemain? Bien sûr que non. Je ne crois pas. En fait, Alcoa a décrété cette semaine que les tarifs là, du côté sud de la frontière, c'est 100 000 emplois. Si les tarifs embarquent du côté américain aussi, il y a 100 000 juste dans cette filière-là. Il faudra donner un autre mandat à Viseo pour analyser l'impact de l'autre côté. Je me tourne vers vous, Julie, pour peut-être revenir sur cet événement du 25 février. Vous avez dit que dans la deuxième partie, vous avez parlé de la portion légale de l'affaire. Là, on a couvert l'économie. Je suis quand même intéressé. N'en déplaise à Phil et à ses petites pointes envers les avocats. Je les adore. Les avocats, les juristes ont un rôle à jouer dans tout ça. Il y a des contrats entre les partenaires commerciaux. Il y a une interprétation aussi des textes de loi qui vont encadrer les tarifs. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a entendu à cet événement-là? Ce qu'on a regardé, on a regardé 3 volets principalement. Le premier volet a été de comment ça s'applique concrètement, les tarifs. Qui paie pour ça? À quel moment? Le droit tarifaire et de douane, c'est quand même une spécialité. Il y a peu de gens qui font ça. Puis drôlement, je vous interromps, Julie, un instant, mais j'ai écouté un balado, je pense, du Financial Times, puis ils ont comme ressorti des boules à mythes, leur économiste expert en tarifs, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus tellement parlé de tarifs. Là, évidemment, c'est une expertise économique, c'est aussi une expertise juridique, tout à fait, là, tout à fait. le droit puis du tarif. On avait invité sur le panel un expert là, en douane et tarifs, Jean-Marc Clément, qui est venu nous expliquer un peu les bases de ça, comment ça s'applique. Donc, quel prix de transfert tu utilises? Est-ce que tu es importateur? Est-ce que tu es exportateur? Fait qu'on a démystifié un petit peu ça.
Ensuite, on a dit, quelqu'un qui est frappé par les tarifs, là, potentiellement demain matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Fait qu'il doit évidemment regarder ses contrats. Est-ce qu'il y a des clauses qui le protégeaient contre des événements comme ça? Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer de la marchandise tout de suite de l'autre côté de la frontière, se faire payer plus tard? Fait qu'on on a regardé des choses comme ça à plus long terme. Comment on peut se protéger le mieux possible dans nos contrats avec des termes peut-être un peu moins longs. Fait qu'on a regardé ça. Puis après ça, on l'a regardé sur un aspect plus libre-échange. Comment on peut faire pour aller dans d'autres marchés étrangers. Donc, et là, on a beaucoup insisté sur le fait que ça prend un plan. Ça prend un plan fiscal, ça prend un plan pour protéger ta propriété intellectuelle, très important. Puis des fois, c'est contre-intuitif quand ça va moins bien ou qu'il y a de l'incertitude, de protéger tes actifs. On est prêt à baisser nos standards parfois par désespoir. On dit, est-ce que c'est vraiment le temps d'investir puis de breveter ma technologie? Ben, l'innovateur en chef vous dirait que toute forme d'innovation en temps d'incertitude est une bonne chose. Fait que c'est ce qu'on a regardé du point de vue légal là, lors de l'événement. Il y a tellement de nuances, effectivement, en matière juridique. Puis moi-même, là, je ne suis pas un exportateur, mais je me suis souvent posé la question dans les dernières semaines parce que tout ça, évidemment, émane d'un tweet. Là, finalement, on n'a pas comme un fondement. Là, il n'y a pas un texte de loi profond émis par Donald Trump pour dire comment ça va fonctionner. Donc, concrètement, effectivement, à quel prix est-ce que tu vends? Si t'es Alcoa des deux côtés, là, ton prix de transfert, tu peux peut-être dire que ça vaut rien, là, comme envoyer un cadeau, là, mais c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. On a beaucoup discuté de les gens disent on va baisser nos prix dans nos déclarations, mais si ça fait 10 ans que ton camion passe puis qu'il est à 100 puis que là, tout d'un coup, il vaut 50 c'est peut-être pas la meilleure stratégie à mettre en place. Donc, il y a d'autres alternatives à regarder. C'est quand même complexe. J'ai écrit un article dans le Journal de Montréal. Julie, je voulais un peu vous entendre là-dessus. J'ai le sentiment que depuis quelques semaines, en fait, depuis que tout ça a commencé, on a vu beaucoup les politiciens prendre la parole. On a beaucoup vu les institutionnels. Puis encore une fois, je les salue. Puis ils ont en partie raison là, de vouloir investir l'espace en disant, bon, l'Investissement Québec, vous avez eu M. Bolduc, la Caisse de dépôt, tout le monde a lancé ses programmes, puis je trouve que les grands absents de tout ça, c'est les entrepreneurs. J'ai le sentiment qu'on n'a pas, le Québec Inc., les PME ont pratiquement pas pris beaucoup, en fait, ils n'ont pas pris beaucoup d'espace. Vous avez fait un événement, justement, qui leur était destiné. Oui. J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Julie Doré, est-ce qu'on laisse suffisamment de place aux entrepreneurs? Est-ce que BCF veut s'en faire le porte-voix? Ou je veux pas... Oui, je sais pas si on peut dire qu'on veut se faire le porte-voix des entrepreneurs, mais certainement, nous, le grand message qu'on a lancé là, dans cet événement-là qu'on a eu, puis ce qu'on voudrait en retirer, c'est d'organiser une grande collaboration entre ces investisseurs-là, les autorités gouvernementales, paragouvernementales, les universitaires et les entrepreneurs. Il faut qu'on s'assoie ensemble dans une salle, qu'on discute de solutions, pas qu'on soit nécessairement en mode enseignement, qu'on discute de solutions concrètes, qu'on sorte de là avec des engagements concrets. C'est le grand message qu'on a lancé. Moi, j'ai interpellé les institutions là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de concertation? La réponse a été non, ça en prend plus. Je salue là, le premier ministre qui est allé à la rencontre d'entrepreneurs et tout ça, mais nous, on veut amener ça un peu plus loin et on a annoncé d'ailleurs la tenue d'un forum qui aura lieu au printemps là, qu'on va appeler Canada-US, où on veut justement, nous, à tout le moins faire partie de la solution pour réunir ces gens-là avec Aviseo dans une même salle et sortir de là avec des recommandations et des engagements en ferme, on l'espère. Parlant de recommandations, vous en énoncez quelques-unes dans le rapport, Mario Lefebvre, pour atténuer l'impact, préparer l'économie québécoise peut-être à ce monde trumpien, comme on peut J'avais hâte qu'on y vienne, parce que je ne voulais surtout pas laisser l'auditeur avec non, « Oh mon Dieu, quelle étude négative! » Ce serait mal nous connaître, les témoins, n'est-ce pas? Et effectivement, on identifie des pistes de solutions qui sont très, très concrètes. Ce qu'on a fait, et voici une autre surprise, parfois, quand on fait une recherche comme ça, on apprend des choses. On pense qu'on a tout a priori, mais on apprend des choses. Ce qu'on a découvert, c'est que nos 15 produits les plus à risque, si on cherche sur la planète, il y a d'autres marchés qui importent autant de ces produits-là, voire plus que les États-Unis. Évidemment, vous me direz, c'est quand même pas simple de dire, bon, ben, étant donné que M. Trump nous boude, préparez-vous, nos bateaux s'en vont maintenant chez vous. Non, parce qu'ils importent déjà d'ailleurs. Oui, donc, exact. il va falloir partir à la conquête de nouveaux marchés. C'est pas facile, mais ça existe. Il y a des marchés existants pour chacun des 15 produits qu'on a identifiés. Et tantôt, on disait, la moitié des exportations s'en va aux États-Unis. Il
faut aussi savoir qu'il y a 30% des exportations du Québec qui s'en vont dans d'autres provinces canadiennes. Ça aussi, pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Je ne savais pas que c'était autant. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'attaque à ces fameux obstacles au commerce entre les provinces? Il n'y a pas une piste de solution qui va fonctionner toute seule. Pas une. Ça va prendre un ensemble, parce que c'est un gros choc économique auquel on va faire face, clairement, mais ça va prendre une série de pistes de solutions. Et si chacune, admettons qu'au final, on se lance des chiffres en l'air, le PIB recule de 2% le jour de l'imposition des tarifs, mais si chaque piste de solution nous donne un 0,2, un 0,3, puis qu'on applique 4, 5 pistes comme ça, à la longue, on va compenser. Mais effectivement, il y aura un choc au départ. Ça, c'était la deuxième piste importante. Il y a une autre chose qu'on dit dans l'étude, c'est on comprend le côté émotif de la chose, mais attention à la réplique canadienne. Parce que là, évidemment, plusieurs personnes ont dit, bon, on va y aller, là, œil pour œil, dent pour dent. Nous aussi. On va nous aussi mettre des tarifs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ce qu'on importe des États-Unis qui sont des intrants à notre production, donc qui servent à notre propre production, et qui sont des outils dont on se sert pour refaire notre machinerie, nos équipements dans nos usines. Ça provient grandement des États-Unis, sans compter les ordinateurs, les cellulaires. Est-ce qu'on veut vraiment imposer, tarifer tout ça à 25%? Je pose la question. La prochaine étape, c'est de s'indexer. C'est ça, oui. Philippe Richard-Bertrand, fan du 51e État. Julie Doré, vous l'avez dit, vous comptez organiser une suite à tout ça au printemps. La date est pas fixée pour encore. l'instant. On l'a annoncé hier, mais ça sera connu sous peu. Puis justement, donc là, j'essaie un peu de réfléchir avec vous, mais là, on fait cet événement-là, c'est des clients de BCF, puis grand bien vous en fasse, mais je sens quand même que la conversation puis l'étude de la vidéo a été rendue public, là. Je vous en remercie, mais justement, comment est-ce qu'on élargit ultimement cette conversation-là? Puis pas pour vous priver de faire ce que vous faites très bien, mais tu sais, si moi, si Philippe, si les gens qui nous écoutent veulent prendre part à ça, où est-ce qu'ils se connectent à une initiative qui est somme toute privée là, pour l'instant? Oui, en fait, comment vous voyez justement la suite là, de cette grande réflexion-là que vous appelez aux Québécois et aux Canadiens? Nous, on veut fédérer plus large que les clients de BCF. Là. Quand on parle, on veut réunir les leaders du monde des affaires. J'ai pas la prétention de penser que tous les leaders du monde des affaires au Québec sont clients chez BCF. Donc, on veut élargir plus de la plus petite entreprise, de la plus grande entreprise, les régions. C'est pas exactement non plus le même... le pouls qu'on a à Québec et Montréal n'est pas nécessairement le même pouls qu'on a au Lac-Saint-Jean, en Beauce ou en Gaspésie. Donc, c'est important d'aller partout. Le milieu universitaire aussi, parce que ce qu'on n'a pas parlé, Mario, c'est de l'innovation. Tu sais, la nécessité, on a parlé des nouvelles routes d'exportation, les nouveaux marchés. Ces nouveaux marchés-là existent, mais pour être en mesure d'aller les conquérir, il faut peut-être se retrouver dans notre meilleure posture au niveau de l'innovation et de la productivité, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Donc, les milieux universitaires, c'est important de les fédérer pour voir comment on peut favoriser l'innovation au Québec. Donc, fait que c'est une initiative qui s'inscrit plus large. On va en discuter avec nos partenaires d'Aviseo, comment on fait pour s'assurer mais là, ça d'aller va changer capturer, des choses. mais... Ça va. Tu sais, moi, j'étais à Toronto hier. On était en roadshow pour notre série A de 8 millions. Puis, tu sais, les investisseurs nous ont dit, vous voulez vraiment aller aux États-Unis? Puis là, c'était un... Tu sais, je travaille là-dessus depuis 6 mois. Là, puis là, tu sais, c'est la... Tu sais, hier, là, j'étais sur la glace à la Coupe du Monde, puis la gang m'ont dit, tu veux vraiment aller aux États-Unis? Tu sais, on a eu un meeting d'urgence avec notre propre conseil d'administration qui dit, ouais, va peut-être falloir penser à aller ailleurs. Tu sais, puis ça fait 6 mois que je travaille là-dessus, puis j'ai pas la taille d'une énorme entreprise. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme moi, petites PME, qui sont pas abreuvés par l'État comme des lions électriques, Nordvolt et autres, qui doivent se débrouiller de par eux-mêmes, qui vont devoir changer leur plan sur un discerne. Là, la beauté, c'est qu'on est assez petit pour être capable de le faire, mais tu sais, il va falloir qu'ils réfléchissent parce que c'est majeur. Tu sais, moi, s'il faut que je mette quelqu'un dans l'avion pour aller à Paris, c'est pas mal différent que de l'envoyer à New York. Tu sais. Et vous avez tout à fait raison, Philippe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ceux, tu sais, évidemment, ceux qui exportent qui sont touchés. C'est pas toutes les entreprises qui exportent, mais c'est tout le climat que ça crée autour, un petit peu le climat d'attente, le climat de on va voir, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Et ça touche une portion beaucoup plus large de nos entreprises, c'est clair. Vous disiez tantôt, je suis pas certain que ça va arriver, ils changent d'idée, comme ils changent de chemise, bon, etc., etc. Puis je veux pas essayer de prédire le bonhomme. Si je veux ruiner ma crédibilité, là, c'est la meilleure façon de le faire. Sauf que je pense que cette fois-ci,
c'est aller assez loin pour causer un électrochoc. Là. Ah, je suis d'accord avec vous. Où là, les gens font comme, OK, là, on a clairement une dépendance, mais très prononcée envers l'économie américaine. Y a-tu moyen? On peut-tu... Sans dire on se retire des États-Unis. C'est 350 millions de consommateurs, c'est à côté de chez nous. Entendons-nous là-dessus. Mais, est-ce qu'on a traité de libre-échange avec l'Europe? Est-ce qu'on peut en faire plus avec l'Europe? Point d'interrogation. On peut en faire plus le reste du Canada? Point d'interrogation. Mais encore une fois, il va falloir se mettre beau, là. Mais on avait parlé avec Pierre-Marc Johnson, qu'on a reçu il y a quelques épisodes, là, comme quoi que cet accord qu'on a avec la Communauté européenne économique devrait être renforcé. Là, mais là, bon, je vais laisser ça à des gens plus brillants que nous, que moi, du moins. Là. Et on est en déficit par rapport à ça. M. Bolduc en parlait hier. Donc, la Communauté europééenne envoie beaucoup plus de marchandises que nous, on en envoie. Donc, avec de ce côté-là, c'est certain qu'il y a quelque chose à travailler. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Non. On aurait pu continuer cette conversation-là bien longtemps et même faire quelques petits scénarios à bracadabran avec un collègue économiste, mais on va devoir s'arrêter. Julie Doré, associée directrice chez BCF Avocat d'affaires, et Mario Lefebvre, associée chez Avisio Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. J'invite les auditeurs à aller lire le texte dans la presse ou à télécharger l'étude sur le site de BCF, si je comprends bien, et à la lire, très intéressant. On en a eu quelques points ici, là, mais vous pouvez lire le tout. Et on va évidemment suivre la chose avec le plus grand intérêt. Si vous voulez nous inviter à votre prochain événement, c'est sûr qu'on va pas dire non. On n'y manquera pas. Merci beaucoup. Merci. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. C'est venu à mon oreille une entreprise de Québec, Omi Laboratoire, qui est un leader là, dans le domaine des soins de la peau personnalisés, qui annonce le lancement d'une plateforme qui s'appelle North Finder, qui est destinée à mettre en lumière des produits de beauté canadiens. Et bon, l'idée, c'est évidemment, avec tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, je crois comprendre, c'est ce qu'on va découvrir dans un instant, permettre aux consommateurs et consommatrices de choisir des produits qui viennent d'ici. Et donc, pour en parler, on est avec la chef du marketing d'Omi Laboratoire, Laurence Gagnon-Baudouin. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bienvenue au balado. Donc, déjà, peut-être avant qu'on se lance dans la plateforme, là, Omi Laboratoire, donc une entreprise de Québec, peut-être nous dire quelques mots. C'est quoi cette entreprise-là? Ça vient d'où? Ça fait quoi? Ça s'en va où? Raconte-nous un peu l'histoire, si tu veux bien. Bien, Omi Laboratoire, c'est une entreprise, comme tu dis, de Québec. On a aussi des bureaux à Montréal. Puis c'est un laboratoire qui formule des produits de la peau personnalisés. On dit des produits dermocosmétiques. Puis on a comme une promesse qui est triple d'une certaine manière. Donc, la promesse numéro 1, c'est l'efficacité qu'on vient chercher grâce à la personnalisation. Parce qu'on veut tous la même chose pour notre peau, mais on n'a pas tous la même peau et donc on n'a pas tous besoin des mêmes ingrédients pour y arriver. As-tu des crèmes dans ton visage? Non, mais à la fin de la conversation, je vais t'avoir convaincu et tu vas vouloir mettre des crèmes. Mes ex-belles-filles et mon ex-conjointe sont très, très, très... liés ils ont des profils, tout, ils reçoivent. Excellent choix. C'est ça. Donc, on va sur le site essentiellement d'Omi, puis on peut scanner sa face. Là, ou, pretty much. Fait que, puis on peut scanner sa face, c'est un quiz. Puis qui aussi, tu prends une photo qui est entrée dans notre outil Skinia d'intelligence artificielle. Et donc, les réponses aux questions, plus l'analyse de l'intelligence artificielle, ça crée la recette, donc la formulation. Donc, c'est quoi les actifs qu'on va ajouter à la base de crème ou de sérum pour que ça fonctionne. Selon que tu as la peau sèche ou des boutons ou toutes sortes de... Ou que tu as juste une peau... Ça va plus loin que ça même parce que ça change avec les saisons. Là, l'effet du froid sur la peau. Si quelqu'un est enceinte, par exemple, les hormones, ça change la peau. Quand tu vieillis, ta peau change. Donc, c'est hyper évolutif. Donc, tu peux changer de formule à travers les saisons, à travers le temps. C'est une jeune entreprise, mais qui a connu quand même une croissance fulgurante ces dernières années. Vous en êtes où, peut-être en termes de taille, nombre d'employés, on a une cinquantaine d'employés. On vend à travers le Canada, puis c'est aussi ce qui nous a inspiré pour ce qu'on va parler plus tard aujourd'hui. Mais c'est une entreprise qui a été lancée par 2 cofondatrices de la Ville de Québec qui avaient des grandes ambitions de devenir vraiment comme un leader de la personnalisation en cosmétique parce que c'est un concept qui n'est pas hyper populaire parce que c'est un défi logistique. Mais elles croient vraiment toutes deux que c'est la solution
C'est plus facile de faire une crème peau sèche, peau... moi, je les ai évités à une certaine époque, ouais. Puis leur bureau était à l'Université Laval, puis ils faisaient les petits pots de crème eux-mêmes. À la main. Ça a bien évolué. C'est un peu moins automatisé artisanal. un petit peu. Exact. Oui, c'est un petit peu plus automatisé. Okay. Là, c'est vraiment un super beau laboratoire à Québec. Là, et donc, c'est comme ça que ça a évolué. Mais c'est une start-up laboratoire. J'aime beaucoup le concept. Ordre de grandeur, combien de crèmes vous vendez dans un jour, une semaine, un mois, une année? Ça, c'est des informations que je pense que mes boss seraient pas contents que je dévoile. Mais on en vend beaucoup. Beaucoup, excellent. Donc, vous avez lancé Northfinder. Donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir des produits faits au Canada. Je suis évidemment surpris un petit peu. Déjà, peut-être avant de se lancer dans le pourquoi, comment ça s'est fait, une affaire comme celle-là? Mais c'était un peu dans l'air du temps. Là, on s'entend. Moi, mon entourage parle beaucoup du Canada. Puis on avait envie des États-Unis. Exact. Ça, dans ce contexte-là, par exemple, puis on avait envie de contribuer à plus dire que, hey, nous, on est Canadiens, choisissez-nous. Puis on a quand même un point de vue qui est intéressant dans ce sujet-là, de sorte à ce que nous, on veut aller de plus en plus vers le Canada anglais. On a une communauté qui est assez serrée dans la beauté canadienne, puis on croit aussi qu'il y en a assez pour tout le monde, dans le sens où, je sais pas pour vous, mais moi, dans mon frigo, j'ai pas juste une marque, et c'est la même chose dans ma salle de bain, j'ai pas une marque, puis ça se peut que tu veuilles avoir certains produits d'une marque et certains d'autres, et comment on peut faire pour être unis là-dedans, puis utiliser la force de la collectivité pour tout ça. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas? Et est-ce que c'est Omi qui a comme eu l'idée, lancé la patente? Ouais, comme raconte-nous un peu la genèse. Là, quelqu'un dans la douche s'est levé en disant pas dans la douche cette fois. Non, mais je pense qu'on voulait faire partie de cette conversation-là parce que être Canadien, ça fait partie de notre identité. Nous, on formule au Canada, on produit au Canada, on a beaucoup de nos ingrédients qui sont canadiens. Puis, on se disait, comment on peut aider les gens à choisir des produits qui sont canadiens. Puis c'est pas si facile que ça, parce qu'en épicerie, c'est relativement facile. On le voit, les gens. Là. Je sais pas si vous avez remarqué. En épicerie, là, les gens, ils lisent les choses, mais... Ouais, tu fais ça, toi, dernière semaine? Moi, je me suis surpris. Je pensais que toutes les bleuets venaient des États-Unis, mais finalement, pas pantoute. Eh ben non. J'ai acheté des bleuets du Pérou. J'étais comme, yeah, Pérou. Exact. Mais tu le vois beaucoup en épicerie. Ça doit être la même chose en pharmacie, où les gens se disent... Hey, mais c'est moins facile. C'est moins facile. Puis, c'est aussi un comportement qui est différent parce que les produits cosmétiques, les produits de beauté, oui, tu en achètes en pharmacie, mais tu en achètes aussi dans d'autres magasins qui sont spécialisés. Tu en achètes en ligne. Puis là, à ce moment-là, c'est aussi une industrie qui est beaucoup axée sur le marketing. Les gens, ils se font pousser beaucoup des produits sur les médias sociaux. C'est tout le temps la nouveauté, la nouvelle chose. Puis comment on fait pour se positionner dans cet écosystème-là? Et donc, on voulait juste rassembler toutes les marques à un endroit puis créer un système dans lequel les gens ils peuvent dire, moi, j'ai un produit qui est peut-être américain, mettons, et j'aimerais avoir une alternative canadienne. Et donc, je cherche, la manière que l'outil est créé, c'est que tu cherches une crème, puis tu peux mettre 2 caractéristiques, et donc tu dis, je veux une crème qui, par exemple, est pour les rides et qui est végane, et ça va sortir toutes les alternatives qui sont répertoriées sur notre outil. Présentement, on a quand même des grandes marques qui ont accepté d'entrer avec nous. On parle de Three Chips, on parle de Nuda, Sans Façon, on parle de Cheekbone. Donc, à travers le Canada, il y a des marques et on espère que suite au lancement, il y ait encore plus de marques. On est aussi en discussion avec des dizaines d'autres marques, mais petit à petit, l'outil deviendra de plus en plus populaire et on espère vraiment que ça pourra aider les gens à faire des petits échanges dans leur Sans Façon, c'est les produits d'Andréane Marquis qu'on connaît bien au Québec, une ancienne gagnante d'Occupation Double, en tout cas participante. Que je connais bien Andréane, mais je connais pas son parcours. Bref, qui a lancé Woman, c'est qu'il y a quelques années, elle a lancé aussi une ligne de produits cosmétiques, là, donc Sans Façon. J'étais au courant de ça, demandez-moi pas pourquoi. Donc, vous avez pris l'initiative, c'est lancé. Maintenant, donc, vous êtes comme en collaboration avec des entreprises rivales. Je suis un peu toujours comme économiste intrigué par ces schémas-là. Qui gère la plateforme? Comment on s'assure qu'il n'y en ait pas une qui soit mise de l'avant au détriment des autres? En fait, j'imagine que c'est des questions qui vous ont été posées là, dans la démarche de lancement. Comment ça fonctionne concrètement? On gère la plateforme, mais on la gère de manière non partisane. Donc, la manière que les recommandations sont faites, c'est par filtre. Donc, comment les entreprises font, c'est qu'ils nous soumettent leurs produits et ils vont répondre à un questionnaire et ils vont pouvoir cocher cette crème-là, par exemple, est une crème et elle convient aux rides et elle est végane. Et donc, c'est auto-déclaré. Donc, nous, on va se fier à ce que l'entreprise a dit de ses produits, puis c'est comme ça que la recommandation se fait. Et en plus, on permet aussi d'avoir un genre de score
de Canada, parce que sur chacune des recommandations, on peut voir est-ce que le siège social est au Canada, est-ce que la formulation a été faite au Canada, est-ce qu'il y a au moins 50% des ingrédients qui viennent du Canada, est-ce que ça a été produit au Canada. Puis, parce qu'on ne voulait pas exclure les gens qui, ça se peut là, que certaines de tes formulations soient faites ailleurs ou que tu es allé chercher des ingrédients ailleurs ou quoi que ce soit. Et donc, ça sera au consommateur de prendre la décision avec les informations qui seront autodéclarées par les autres entreprises. Ouais, moi, je trouve ça intéressant, parce que, encore une fois, tu l'as bien résumé, en épicerie, tu le vois, là, c'est plus simple à déceler, là, mais même, je te dis, un dentifrice canadien, là. Bonne chance. Non, mais pour de vrai, je sais pas. C'est drôle parce que tu me fais penser, comme dans les dernières semaines, j'ai porté plus attention, mais surtout dans les fruits et légumes. Puis là, tu me troubles parce qu'en fait, j'achète toujours le même dentifrice et je serais bien malheureux de te dire d'où il vient, où il est fait, là, tu sais, fait que... Mais moi, je trouve que juste l'effet que les gens... C'est canadien, ça? Colgate, on est hors sujet. Mais je pense que l'initiative est bonne parce que ça éduque les gens, ça fait connaître d'autres marques, au même titre que, tu sais, moi, je l'ai fait en fin de semaine à l'épicerie avec mon garçon qui faisait l'épicerie avec moi, puis tu sais, j'ai dit, hey, là, on essaie de privilégier les produits canadiens. Puis, on a trouvé, il y en a qui a zéro alternative. Là, on a décidé de ne pas mettre de produits américains, mais comme on a fait d'autres pays. Tu peux acheter du RC Cola. Ouais, mais il y en a des alternatives. Puis je pense que c'est ça, surtout en beauté. Tu sais, pendant la pandémie, il y avait beaucoup le encourageons le local. Puis c'est pas ça. Là. Dans le sens où il n'y a pas personne qui a besoin de se faire encourager, c'est de valoriser ce qu'on a ici. C'est des vrais laboratoires, des vrais professionnels, de la vraie expertise. Puis c'est juste que l'information, des fois, elle se rend pas nécessairement. Puis c'est difficile. Puis si à chaque fois que quelqu'un veut faire un remplacement dans sa routine, doit aller chercher, googler shampoing canadien ou crème pour le visage canadienne, puis lire les articles de blog, c'est compliqué. Donc, on voulait juste contribuer à ce sentiment qu'on trouvait positif. Tout ça, évidemment, Laurent, c'est une forme de réaction, en tout cas une initiative qui émerge là, de toutes ces histoires autour de Trump, des tarifs et tout ça. Plus largement, est-ce que vous avez, j'imagine, avec l'industrie, avec vos partenaires, des réflexions sur tout ça? Est-ce que ça vous angoisse? Je ne sais pas si l'angoisse est le bon terme, mais... Je ne sais pas, angoisse, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous affecter et auquel on se prépare. Dans le sens où on avait beaucoup de nos produits qui venaient des États-Unis, par exemple du packaging ou certaines matières premières. Alors là, c'est soit on absorbe la différence ou on doit aller chercher des alternatives. Puis d'un autre côté, c'est aussi, on commençait à regarder peut-être ouvrir les États-Unis. Un marché extraordinaire pour ces types de produits-là, oui. Mais peut-être que cette année, on va justement focusser sur le Canada anglais. Puis alors, une bonne manière de le faire. 40 millions. 400 millions de personnes. Oui, c'est ça. Mais, Sauf qu'en ce moment, ça reste qu'il y a une vague à surfer ici. Puis, en tant que marketeur, on va se dire... Est-ce que, puis tu peux peut-être pas répondre pour des raisons confidentielles, puis on le comprendrait, là, mais avez-vous pensé établir une usine aux États-Unis? Bien, pas en ce moment. Dans le sens où il n'y a rien qui est fermé, mais présentement, de dire que cette année, c'est ça qu'on ferait pour éviter... On n'est pas là du tout présentement. Notre sentiment, c'est plus de dire... Pour nous, pour l'entreprise qu'on est, il y a encore de la place de croissance au Canada. Puis, on le voit là, parce que ce qu'on a au Québec comme place, on ne l'a pas encore à la même hauteur dans les autres provinces. Commençons par là, puis après ça, on pourra aller voir. Puis, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne pourrait pas skipper un pays puis aller au Mexique. Il y a des opportunités un peu partout. Puis, présentement, on explore tout. Puis, il n'y a aucune décision qui est prise pour nous. La seule décision qui est prise, c'est qu'on pense que la meilleure opportunité pour EMI cette année, c'est le reste du Canada. Le Mexique, donc, Philippe, prochaine destination. Je sens qu'il va y avoir un truc Canada-Mexique là, qui va se dessiner tranquillement. On est comme des partenaires naturels dans cette folie. Les bateaux vont partir. Mais attends, la banane c'est parce que tu comprends pas là, des petits trucs comme ça. C'est pas du bois d'œuvre ce qu'ils font. Il y a beaucoup de valeur par millilitre. Là, fait que ça peut s'envoyer. Mais honnêtement, moi, je te l'ai raconté, mais nous, on pensait... j'étais en technologie, très différent. Toi, tu es dans un produit physique. Mais on pensait pas faire l'Europe là, du tout. C'était pas dans notre roadmap d'aucune façon. Sauf que là, avec ce qui se passe, on se dit... peut-être, hein, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être pour vous aussi. Là, mais ça sera à explorer. Je pense que là, en ce moment, on a pris nos décisions face à la situation qui est plus incertaine. Puis on a de la place encore. Puis on pourrait avoir de la place pour encore quelques années, là, d'une certaine manière. Il y en a de la place au Canada pour des produits comme les nôtres parce que ça fonctionne. Et donc, puis nous autres, notre grande chance, d'une certaine manière, c'est que on a des clients qui sont extrêmement fidèles. Donc,
le défi, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Puis quand on les a, ils restent. Et donc, pour nous, on peut se permettre de rester au Canada au moins cette année. Avec la plateforme, là, mes ex, peu importe le métier, aux 6 mois, la crème, je sais pas, c'est peut-être pas 6 mois, c'est peut-être 2 mois, le métier, la crème, elle revient tout seul. Là. Charger sa carte de crédit, bang. Effectivement, on a un bel abonnement qui fonctionne très bien. On vous invite à y aller. Honnêtement, c'était trippant parce que tu penses, tu sais, c'est niaiseux, mais ça t'enlève ça de ta tête. Tu vas recevoir, puis tu sais, il y a un calcul, je présume, qui est fait que tu en as besoin dans 2 mois. Je dois avouer que je me suis moi-même prêté au jeu demi-laboratoire. J'ai fait le questionnaire, j'ai fait une photo, j'ai eu ma formulation. Il y a mon nom décrit sur les petits flacons. Je les ai reçus. Je sais pas pourquoi, c'est une affaire de gars ou de filles, mais j'en ai mis un peu. Puis là, ils sont comme dans une tablette en haut. Puis de temps en temps, je me dis, faudrait que je me mette de la crème. Mais ça, c'est une habitude à prendre. Parce que mon chum, c'est la même chose. Ça doit faire, moi, 6 mois. Puis honnêtement, j'ai pris 10%. À 45 ans, là, tu te dis, c'est automatique, tu te mets de la crème. Merci du conseil. Non, mais c'est quand tu vois les résultats. Philippe a parlé. C'est quand tu vois les résultats. Parce que moi, mon chum, il était pas très crème. Là, puis comme beaucoup le sont. Mais quand il a commencé à en mettre avec un peu d'encouragement. Un peu d'encouragement de ma part, puis qu'il a vu, il était comme, il a commencé à se trouver beau, puis là, tout d'un coup, il a commencé à mettre de la crème. Fait que, tu sais, ça dépend un peu comment on le voit. J'adore. On va demander à ma blonde qu'elle m'encourage un petit peu. Laurence Gagnon-Baudouin, je rappelle que tu es chef du marketing demi-laboratoire. Merci beaucoup. Super et initiative. On peut visiter donc le site de l'entreprise là, mis sur le web, évidemment, pour s'abonner ou commander des produits. Le site, par contre, là, pour nordfinder.ca, bon, voilà, il fallait que je le demande. Merci beaucoup d'avoir été venu. Merci beaucoup. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Très bon show aujourd'hui, Phil. Ah ouais, deux superbes entrevues. Regarde, tu sais, la crème personnalisée. Tu sais, c'est rendu loin. Imagine comment c'est rendu loin là, avec Omer, ce qu'ils sont capables de faire. Puis l'étude que BCF a commandée sur l'impact réel, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été lancés. Là, ça va faire mal là, ça va faire mal. Mais là, je suis étonné parce que M. Legault avait dit 100 000, genre comme un chiffre sorti du chapeau. Puis tu sais, il y a Viséo, on a comme analysé secteur par secteur. C'est quasiment produit par produit. Là, on dit, je pense, 17 produits qui ont ramené en 9 intensifs. Puis il arrive à 93 426. Tu sais, c'est vraiment, l'ordre de grandeur est assez exact là, quand même. Donc des conséquences. Tu as dit en introduction, Phil, que tu voulais qu'on demande aux employés du ministère de la Cybersécurité 5 choses qu'ils avaient fait dans la dernière semaine. Je suis intrigué. Non, mais c'est parce que, en fait, je me disais, faudrait trouver l'adresse courriel de l'ensemble des 1000 employés de ce ministère-là, puis de leur envoyer un courriel. Tu sais, en fait, je lance une idée comme ça. Tu sais, moi, j'ai fait ça là, depuis une semaine. J'ai écrit à la mairie d'Annecy parce que notre rue n'est pas déneigée, ni nos trottoirs devant notre bureau. Mais demain, je vais écrire à la mairesse, OK, pour lui demander, tu peux-tu me dire 5 choses que tu as faites pour les commerçants d'Annecy cette semaine? J'ai l'impression que c'est en train de cette affaire de comme 5 choses. Toi, Jeff Bérard, en régie, 5 choses que t'as fait. Puis on connaît Jeff, genre, il a fait comme 100 000 choses dans la dernière semaine, mais effectivement, c'est une drôle de. J'ai l'impression, d'une certaine façon, puis tu sais, je trouve que la manière de faire de Musk. Ça frappe l'imaginaire. La manière de faire de Musk est sauvage puis inacceptable, mais d'une certaine façon, c'est en train de devenir comme un mème, genre, dans l'espace public, de comme, toi, Phil, dans la dernière semaine, 5 choses que t'as faites. Ah, ben, je suis allé à Toronto, tu sais, mais c'est quasiment une bonne discipline personnelle à s'imposer. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait dans la dernière semaine? Non, puis, mais pour des entrepreneurs comme nous, je veux dire, c'est facile de trouver 1000 affaires. Le principe de gestion qui est en arrière fait du sens. Qu'est-ce que tu as réalisé cette semaine? Tu comprends? Mais c'est juste que c'est pas tous les métiers qui sont dans la même dynamique, puis ça veut pas dire pour autant qu'ils créent pas de valeur. Tu sais, mettons un chercheur universitaire là, tu sais, dans la dernière semaine, il a peut-être écrit le corps d'un papier, tu sais, puis c'est ça qu'il a fait dans sa dernière semaine, mais Christy, si ce papier-là, il influence tu sais, la théorie du management. Je vais le pousser plus loin. OK, reprenons cet exemple-là. Ce chercheur-là, là, pourquoi il y a de l'argent s'il n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Oui, mais 5 choses. 5 choses, c'est peut-être d'écrire la moitié d'un papier.
C'est pas 5 choses, c'est une chose. Bon, mais c'est pas assez. Ouais, mais c'est pas assez. Faut couper tes fonds. Si c'est Henri Mintzberg, le c'est pas grave. Faut couper ses fonds. C'est une émission un peu drôlement. Quand les invités partent, Philippe devient guerrier aujourd'hui. Mais bref, on s'entend que c'est une mesure intéressante peut-être à mettre en place. On espère qu'Éric Kerr nous écoute. Et à défaut d'avoir Éric Kerr qui nous écoute, peut-être que la vérificatrice générale nous écoute et elle pourrait elle-même. La fois, la vérificatrice générale, ça pourrait être une genre d'Elon Musk quand on y pense, Philippe. Elle a fait un travail extraordinaire. Elle s'en va à la retraite. Il faudrait lui donner un petit peu plus de temps. Mais j'espère que la prochaine ou le prochain, on pourrait influencer. On pourrait l'inviter même éventuellement. Merci d'être à l'écoute, chers amis. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos recommandations d'invités, de thématiques, des questions que vous voulez nous poser, studio@cube.radio, ou nous écrire directement sur les médias sociaux, par courriel ou n'importe comment, ou nous appeler au téléphone, ou nous envoyer un fax ou un télégramme ou des signaux de fumée, ou venir nous stalker en studio. Je suis vraiment dans une lente descente aux enfers. Merci, à la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.